Et on entre dans le vif du sujet. Quel est l'impact du secteur de la santé? Comment pouvons-nous, réduire sa part? Et puis, soyons optimistes, quelles initiatives ont déjà été mis en œuvre et montrent des résultats concrets? C'est parti pour 30 minutes de discussion. Baptiste, j'aimerais commencer avec vous pour bien comprendre quelles sont, les principales sources d'émissions de CO2 dans le secteur de la santé. Alors le secteur de la santé, c'est 50 millions de tonnes de CO2 qui sont émis chaque année. Alors 1 million de tonnes de CO2, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais 50 millions de tonnes de CO2, c'est à peu près 8% des émissions françaises. C'est à peu près 2 fois l'impact de la filière du textile en France, y compris le textile qui est importé. C'est à peu près 2 fois l'impact de la filière du ciment-béton en France, donc qui est elle-même extrêmement émettrice. Donc c'est assez très significatif, on ne peut pas passer à côté. Après, si on regarde plus en détail ces émissions-là, il y a à peu près la moitié qui viennent des médicaments, des dispositifs médicaux. On pourra en parler plus en détail si vous voulez. Il y a aussi une grosse part qui est liée au transport. Par exemple, si on parle juste du transport des personnes qui se rendent dans les pharmacies pour aller chercher leurs médicaments, c'est à peu près 4 milliards de kilomètres parcourus par an, donc 100 000 fois le tour de la Terre en cumulé. Il y a beaucoup d'alimentations qui sont servies dans les différents établissements. Il y a à peu près 2 milliards de repas servis chaque année. Et enfin, il y a beaucoup de surfaces. Par exemple, si on met à plat toutes les surfaces des hôpitaux en France, c'est 45 millions de mètres carrés. C'est à peu près autant que la ville de Lyon. Donc ces surfaces-là, il faut les construire, il faut les chauffer. Donc c'est beaucoup d'activités qui émettent donc beaucoup de CO2. Hélène, on a une idée, du côté, des pharmacies, de ce que ça représente, vous qui êtes sur le terrain? Eh ben, pas du tout. Justement, c'est extrêmement compliqué. Il y a quelques pharmacies qui ont fait des bilans carbone, mais qui vont se baser essentiellement sur leur propre consommation énergétique du bâtiment. Encore que souvent les pharmaciens ne sont pas, en fait propriétaires des murs. Donc c'est déjà complexe à mettre des choses en place ou en tout cas les actions seront assez minimes. Mmh. Notre gros sujet en pharmacie, est vraiment, on va dire l'empreinte due par les médicaments qu'on délivre, quand en tout cas on en a. Puisque le reste est assez limité. On va être sur le tri des déchets, et cetera, la collecte, les médicaments non utilisés. Mais ça, c'est relativement, bien déployé et on est sur des résultats qui sont assez importants au niveau du ne serait-ce de Cyclamed. On a quand même, une grosse majorité des Français qui vont, régulièrement en pharmacie faire le tri et d'ailleurs faire un tri qui est de mieux en mieux fait. Mais là, tout à l'heure, quand on parlait des médicaments et de leur production, en tout cas, d'empreinte carbone, c'est aussi rassurant pour un pays qui, justement, soigne, en tout cas, on va dire, ses habitants. On pourrait aussi ne pas avoir d'empreinte parce qu'on ne fait rien du tout. Donc, c'est ça qui n'est pas forcément aussi évident à évaluer, c'est de se dire que, OK, l'empreinte, elle est importante, mais est-ce qu'elle est importante et elle est bien utilisée? Et dans ce cas-là, c'est assez logique d'avoir une proportion qui n'est pas anodine. Ou est-ce que l'empreinte est là, mais elle n'est pas du tout en fait délivrée au bon endroit, en tout cas mise sur la bonne personne ou le bon patient au bon moment avec le bon médicament. Donc pour moi, au niveau de la pharmacie, on est loin du compte. L'envie est là. C'est Mmh. extrêmement compliqué parce que c'est un travail qui va être extrêmement collaboratif, Mmh. puisque les médicaments, nous les délivrons, mais nous ne les fabriquons pas. Et tant qu'on n'a pas justement ce regard sur cet éco-score qui va certainement sortir et qui est en cours de travail, on va avoir du mal à vraiment fixer un cap et avoir une politique Mmh. d'achat qui va être plus responsable. Et Frédéric, quels sont les principaux freins à la mise en œuvre, de stratégies de réduction des émissions? Ouais, il y a des freins qui sont, propres aux freins qu'on rencontre dans toutes les mesures prises sur la vie courante pour changer le comportement des gens et ce qui est intéressant dans les données de Shift Project, c'est que vous avez vraiment deux composantes à différencier. C'est encore une fois une composante qui est propre au système de santé, liée à la production et à la distribution des produits de santé. Il y en a plein d'autres liés aux services, parce que je rappelle quand même s'il y a à peu près peut-être, je sais pas, 1 million de personnes qui vont dans les pharmacies tous les jours, il y en a 500 000 qui vont dans les laboratoires de biologie médicaux, il y en a 2 millions par jour qui vont dans les cabinets médicaux. Donc, on peut transposer ce calcul des transports qui sont des millions de kilomètres par jour à l'ensemble de l'activité de santé. Mais ça, c'est extérieur au système de santé. C'est-à-dire que si les gens ils vont avec des véhicules électriques, c'est pas la même chose. Tout dépend de comment est-ce qu'on produit l'électricité, mais c'est pas la même chose que si les gens ils vont avec des véhicules qui ne sont pas électriques. Bon. Donc ça, c'est un point. Mais encore une fois, on voit bien qu'il y a des actions de court terme, des actions Mmh. sur la vie courante à mener en permanence, à la fois dans les changements de comportement, dans les changements de type de transport. Mais encore une fois, tant on ne sera pas convaincu qu'il y a
changement structurel au cœur du système de santé pour essayer de minimiser ces consommations, parce que je rappelle qu'en économie de la santé, c'est comme pour l'électricité, en fait, la meilleure économie, c'est en économisant les soins dont on n'a pas besoin parce qu'on reste en bonne santé, comme pour l'électricité où la meilleure économie, c'est en réduisant sa consommation. Et il y a une marge de progression importante. Puisque le médicament ou le produit de santé est au cœur de la production de CO2, regardons comment est-ce qu'on peut réduire cette consommation par une meilleure santé, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on est sur des rythmes de 7 à 8% de hausse de volume de la consommation de médicaments. Et ce n'est pas de la gabegie ou de l'abus. Il y en a toujours, de tout temps, il y a eu de la gabegie et de l'abus. C'est parce qu'on a une explosion des pathologies chroniques. Et quand vous regardez et parce qu'il y a un vieillissement historique de la population. Je rappelle que les plus de 75 ans vont passer de 6 millions en 2020 à 12 millions, j'arrondis au million près, vous m'en excuserez, en 2050. On n'a jamais vu ça. C'est un doublement de cette... Donc, si on ne fait rien ou si on fait trop peu sur le changement de la stratégie de santé, on va vers une forte hausse de l'émission de consommation de CO2, de l'émission, d'émissions de CO2, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est mécanique. Mathis, vous voulez réagir? Effectivement, en fait, nous, on a aussi calculé, en plus de l'empreinte carbone, une évolution potentielle de ces émissions-là. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on n'arrivait pas à atteindre l'objectif des accords de Paris de moins 80% des émissions. Et donc, on n'est pas si loin que ça, mais on n'y arrive pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est un changement structurel avec une demande de soins qui diminue et passer d'un système de soins qui est curatif à un système de soins préventif. Et donc là, ça demande effectivement un changement de mentalité. On l'a vu avec un changement de perception aussi du système de santé par les personnes prises en charge, des formations qui sont différentes pour les professionnels et effectivement un changement d'organisation. Est-ce que le secteur de la santé est en retard sur les questions environnementales? Oui et non, en fait, il commence à prendre conscience de son impact. Il est en retard sur quelques secteurs, par exemple celui de la mobilité. Il est en retard par rapport à d'autres pays du monde. Il n'est pas si en retard que ça. On est un peu en retard par rapport au Royaume-Uni qui ont mis en place beaucoup d'actions. Mais on est assez précurseur par rapport à d'autres pays dans le monde. On peut quand même s'inspirer d'autres actions qui ont... d'autres pays, par exemple le Canada, qui ont mis en place beaucoup d'actions de promotion de la santé au cœur de leur système de santé. On peut s'inspirer de pays nordiques, par exemple, qui prescrivent beaucoup moins certains médicaments, par exemple les benzodiazépines, qui ont mis en place plusieurs actions. Voilà, on peut s'inspirer de beaucoup d'actions. On n'est pas si en retard que ça, mais voilà, comme tous les secteurs, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et pour entrer encore plus dans le concret, quels sont les champs d'action des établissements de santé pour diminuer leur impact? Quelles sont les priorités? Alors d'abord, si je peux reprendre un point, Oui. on est très en retard sur le shift stratégique, sur le changement de modèle de santé. On a, et une fois, moi j'ai créé l'Institut Santé en 2018 pour ça, parce qu'il faut un travail d'intelligence collective, c'est compliqué, il faut faire du transpartisan parce qu'il faut arriver à trouver un compromis, un point d'équilibre entre les points de vue et les sensibilités, entre les secteurs publics, les secteurs privés, etc. Donc il faut essayer d'aligner un peu les intérêts aussi des acteurs si on veut arriver à faire ce changement. Donc qui comprend un changement de la gouvernance. Il faut faire de la santé publique, on ne fait pas de santé publique en France, on fait que du soin individuel. On s'occupe des individus quand ils sont malades et puis on les soigne à un moment dans les hôpitaux, à un moment en ville, à un moment à domicile, à un moment dans les EHPAD, mais il n'y a aucune continuité, aucune logique globale, il n'y a aucun objectif de santé publique en France. Bien savoir. On pilote 330 milliards de dépenses par an sans aucun plan stratégique. Bon, donc on est très en retard de ce point de vue-là. Le contenu du dernier livre de l'Institut Santé explique tout ce qu'il faut faire. Donc on est un petit peu, parce qu'encore une fois, quand on dit qu'il y a besoin de réforme, il faut essayer de proposer des solutions. Est-ce que les établissements de santé sont en retard ? Sur le plan technique, je laisserai Shift Project qui dit on est en retard, mais que comme pour les autres secteurs, il y a des pays avant-gardistes, mais en fait tous les pays sont plutôt en retard. Pourquoi ? Parce que les établissements, ils ont été pensés il y a 50 ans, il y a 30 ans, ce qui pourrait être un marqueur intéressant, c'est de voir si les hôpitaux en construction, l'hôpital Nord-Paris à Nantes, un nouveau CHU, sont performants en matière de gestion des émissions du CO2. Personnellement, je n'en sais rien, je n'ai pas la compétence pour le juger. En revanche, là où on est en retard, c'est sur la modernisation
de nos lieux de soins. Quand vous regardez le retard dans la digitalisation, malgré les moyens qui sont mis, mais c'est pas parce qu'on manque de ressources, c'est on manque d'une prise de conscience que c'est prioritaire, si vous voulez. Le retard dans l'usage de l'intelligence artificielle qui permet de faire des économies un peu dans les ressources de l'utilisation du digital, de mieux utiliser les ressources. Vous voyez, bon, alors ça c'est la mauvaise nouvelle. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à faire cette évolution stratégique du système de santé, comme souvent la France part un peu avec du retard, mais on a des ressources formidables sur le plan humain, technologique et financier pour rattraper notre retard une fois qu'on aura fait. Donc je crois qu'on est un peu dans le dur, mais je suis assez optimiste sur le moyen-long terme. Sur le court terme, on est un peu dans le dur. Vous êtes d'accord avec ça, Baptiste? Mis à part quelques réserves sur l'intelligence artificielle, effectivement, en fait, on est en retard. Globalement, tous les pays sont en retard, tous les secteurs le sont. Après, là où on a bien réussi, beaucoup d'avancées, c'est dans la prise de conscience. Ça, pour le coup, tous les acteurs sont conscients qu'il y a des impacts qui sont très significatifs. Après, on n'observe pas encore de changements qui sont systématiques. Pour l'instant, on n'observe pas ça. Et Hélène, du côté des femmes, oui. Et juste vos réserves sur l'intelligence artificielle, vous pouvez les préciser? Alors, ça a souvent tendance à créer des nouveaux besoins plutôt que répondre aux besoins actuels. En tout cas, ça dépend. Donc, on émet des réserves parce qu'il faut réfléchir à l'usage que ça peut avoir avant de chercher de faire des choses avec l'intelligence artificielle pour faire des choses avec l'IA. Et puis, il y a aussi un impact environnemental de l'IA elle-même qui utilise des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie sur tout un tas d'infrastructures. Alors, effectivement, des fois, ça permet d'optimiser, par exemple, des chaînes logistiques. Ça, effectivement, ça, j'en doute pas que ça a des impacts qui peuvent être forts. Mais voilà, des fois, ça a aussi un impact. Il faut réfléchir sur l'usage qu'on veut en avoir. Mais... Et du côté des pharmacies, Hélène, alors, alors, il y en a pas mal en cours, hein, évidemment. Après, pour aussi revenir pourquoi éventuellement il y a un retard plus ou moins important suivant la perception, c'est que la santé est quand même très différente des autres sujets. La santé, ça nous touche vraiment dans notre corps, personnellement, pas du tout de la même manière que le transport, comme on a pu en parler. Et souvent, quand d'ailleurs on célèbre la fin de l'année, on va dire pour l'année prochaine, surtout la santé. Donc évidemment, on ne peut pas le traiter de la même manière, il est beaucoup plus complexe, il va faire appel à énormément de craintes et de peurs quand justement nous, on est touché par la maladie ou par nos proches. C'est ce qui fait qu'on ne va pas peut-être pouvoir traiter ce sujet de la même manière que, en effet, un bâtiment où on va poser des actions assez concrètes et factuelles. Là, on va être dans l'émotion. Comment on fait justement pour accompagner un patient au niveau de la pharmacie, justement peut-être réduire sa consommation de médicaments quand face à cela, on est en pénurie. On est les premiers des fois à dire gardez de l'avance parce que peut-être que le mois prochain, ce médicament ne l'a pas pour vous. Donc c'est toujours en fait, on est tiraillé, on va dire, des deux côtés, de se dire en même temps, on va essayer de raisonner la consommation. Mais en même temps, on a aussi des craintes que la personne manque par la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Et au niveau des pharmacies, clairement, même s'il y en a qui ont envie de mettre des actions en place, on se retrouve confronté, comme dans d'autres secteurs d'activité, à une pénurie de personnel, à aussi parfois des compétences qui sont pas forcément là pour tous et qu'il va falloir continuer à faire du développement, en tout cas de formation continue sur des anciens sujets, mais aussi sur des nouveaux. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'engagement. On a aussi des équipes qui sont épuisées par rapport au Covid, nous, la vague est arrivée aussi bien plus tard au niveau des pharmaciens qui ont fait un burn-out un peu en décalé par rapport aux équipes qui sont plutôt salariés. Et ça, c'est quelque chose qui va être demandé, en tout cas aux officinaux, en tout cas c'est le domaine que je connais le mieux, un effort supplémentaire à faire, alors même que des efforts, ils en ont fait ailleurs. Donc c'est extrêmement compliqué de continuer à offrir du service supplémentaire, à être là pour les patients, tout en sachant qu'en plus, maintenant, il va falloir penser en mode un peu plus global, c'est-à-dire à l'environnement, à la planète. Et ça, c'est pas du tout même les mêmes façons d'appréhender le sujet. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut aussi un accompagnement des personnes sur se dire, qu'est-ce que la personne, elle, est prête à faire à son niveau. Ça peut être juste sélectionner, en tout cas, des producteurs, des fournisseurs avec une politique d'achat plus raisonnée. Ça peut être collaborer avec, on va dire, avec les CPTS, tous les acteurs qui sont sur le territoire. Ça peut être avec, on va dire, une qualité qui va être un peu plus poussée avec des normes, les normes ISO, pour aller un petit peu plus loin et être plus juste, en tout cas dans la délivrance et dans l'accompagnement. Mais on ne pourra pas demander tout à tout le monde.
Donc c'est pour moi aussi une stratégie qui va passer par le choix de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, et sans porter aussi un jugement sur les personnes qui ne seront pas capables d'aller jusqu'au bout. Mmh. Oui, dans cette réflexion sur le choix, juste revenir sur l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même un sujet important, parce qu'à force d'avoir dit qu'il fallait, et pourtant on est dans un environnement ici où ce sont les nouvelles technologies qui sont portées hautes, mais juste faire attention, moi je suis le premier à dire que la télémédecine n'a pas à remplacer, à être mise là où il n'y a pas de médecin, n'a pas à remplacer les médecins, mais à armer, à augmenter la capacité des professionnels de santé pour pouvoir soigner. Si, déjà, il faut être sur la bonne ligne. J'ai bien conscience des limites de l'intelligence artificielle, il faut les connaître. En revanche, je pense qu'il y a une réflexion par rapport à la transition écologique sur le coût-bénéfice. C'est-à-dire que oui, il y a un coût supplémentaire probablement à l'usage de l'intelligence artificielle, mais si les bénéfices sont beaucoup plus importants dans l'économie de soins, par exemple dans les dépistages, par exemple dans la consommation de médicaments, où vous avez des milliards de données à gérer, que l'intelligence artificielle, avec un algorithme performant, peut vous aider à gérer et donc à optimiser les consommations à la fois de médicaments, à la fois de tests de dépistage. Et donc, à partir de là, donc, je pense, sans être un expert d'intelligence artificielle, donc j'y mets toutes les réserves techniques, qu'il y a probablement une phase d'investissement dans l'intelligence artificielle qui peut être un peu coûteuse en émissions de CO2, mais qui, demain, peut nous rapporter énormément d'économies en matière de santé et probablement en matière d'émissions de CO2. Donc voilà, il faut faire de la pédagogie et pas... parce qu'il y a des craintes naturelles chez les citoyens, qu'ils soient soignants ou soignés, à mon avis, qu'il ne faut pas trop entretenir en matière de développement des nouvelles technologies. La France a un retard qui me paraît injustifiable en matière de digitalisation et d'utilisation des nouvelles technologies. Et chez The Shift Project, ce sont des choses que vous anticipez, l'éventuel impact d'une digitalisation? Alors effectivement, en fait, ça va dépendre effectivement des usages. On a par exemple, on sait qu'une téléconsultation va émettre moins qu'une consultation en présentiel chez un médecin parce que ça va diminuer l'impact des transports. Donc effectivement, en fait, il faut faire systématiser l'étude de la comparaison du coût et du bénéfice. Et effectivement, si on sait qu'il va y avoir un gros bénéfice, dans ces cas-là, on peut y aller. Après, effectivement, cette réflexion-là, on peut l'avoir sur tous les sujets. Par exemple, c'est aussi le cas sur les politiques de prévention. Les politiques de prévention ont un coût sur l'environnement. Par exemple, un vaccin, une campagne de vaccination, ça a un impact, il faut fabriquer le vaccin. Mais ça va avoir des bénéfices parce que les personnes vont moins tomber malades. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut systématiser, on sait le faire. Il y a quelques coûts-bénéfices, c'est quelque chose qu'on sait faire en santé. Et donc, effectivement, il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Mais d'où l'intérêt d'intégrer, et ce qu'a fait le Shift Project tout à fait intéressant, d'intégrer parce qu'il faut se mettre un point de mire de moyen-long terme pour avoir un raisonnement comme ça. Et donc, il faut intégrer sur le moyen-long terme l'empreinte carbone. C'est la chose. Donc, je pense que cette empreinte carbone ne doit pas être intégrée à court terme en disant « Oh là, l'intelligence artificielle va nous faire augmenter sur… » Mais cette réflexion coût-bénéfice sur le long terme, intégrant l'empreinte carbone, me paraît faisable et intéressante. Et plus globalement, on parle de l'intelligence artificielle, mais quel rôle jouent les technologies dans la réduction des émissions de carbone au sein de la santé? Moi, je pense que c'est par l'innovation technologique qu'on trouvera la solution. Mais dans l'innovation technologique, je mets des matières premières qui soient moins polluantes. Donc ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Mais parce que on n'arrêtera pas de produire, on n'arrêtera pas de consommer. En revanche, il y a l'innovation technologique, mais il y a aussi les changements de comportement. On parlait dans le brillant édito de votre éditorialiste des aberrations en matière de consommation. Il est évident que si les 8 milliards ou les quelques milliards qui sont responsables le plus de cette consommation ont demain un comportement qui est beaucoup plus rationnel et qui intègre cette empreinte carbone, ça c'est une deuxième composante qui est indispensable. Donc, moi je crois que ce soit en économie ou dans la gestion de la transition écologique, seul ce qu'on appelle le policy mix n'importe. Il ne faut pas croire qu'il y a simplement un levier qu'il faut activer sur lequel il faut être ultra performant. Il n'y en a pas 36. Mais il y a en général 4 ou 5 leviers qu'il faut activer en même temps et sur lesquels il faut être le plus en plus performant. Donc je pense que c'est le cas. Donc il y a les innovations technologiques, c'est par là
qu'on arrivera, sous réserve qu'elle soit disponible aussi pour les pays à revenus faibles et moyens. C'est un autre enjeu. Vous parlez des vaccins tout à l'heure. Si les vaccins étaient autant disponibles dans les pays pauvres que dans les pays riches, on aurait moins de problèmes de santé publique. Vous voyez, et donc probablement aussi un impact sur l'empreinte carbone. Donc évidemment, ça, c'est un enjeu. S'il y a une consommation qui est imprimée dans l'esprit d'une majorité des gens vers une consommation responsable sur le plan CO2, etc., et le changement des modes de production aussi. Et votre avis sur les nouvelles technologies plus globalement? Alors en fait, quand on parle de décarbonation, il y a deux types de leviers. Soit on baisse l'intensité carbone d'une activité, donc à quel point l'activité va émettre du CO2. Et c'est là que vont intervenir les innovations technologiques, parce que dans certains cas, elles peuvent permettre que la production émette moins de CO2 ou que le transport émette moins de CO2. La seconde manière, c'est de baisser le volume de l'activité. Et là, il faut jouer sur la sobriété, jouer sur ce qu'on peut appeler le juste soin dans la santé, pour être plus pertinent Ah oui, dans les j'aimerais qu'on en prescriptions, parle etc. après, justement, juste. Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, on ne peut pas arriver avec uniquement une baisse de l'intensité carbone, au moins 80% de CO2 de l'accord de Paris d'ici 2050. Donc il faut jouer sur les deux types de leviers, à la fois jouer sur l'intensité carbone et donc sur les technologies, et à la fois jouer sur l'usage du système de santé et jouer sur une plus grande sobriété des soins. Ça ne veut pas dire diminuer la qualité du système de santé, ça veut dire avoir un système de santé qui est plus pertinent et qui va répondre de manière plus pertinente aux demandes des personnes prises en charge. Par rapport aux technologies, en effet, c'est un énorme sujet. Et, évidemment, on va gagner beaucoup de temps. Et pour moi, ça va être surtout sur les ressources humaines qu'il va falloir ensuite justement réengager ce temps gagné. Mais ce que moi, j'observe aussi, c'est qu'on a aussi énormément de limites par rapport au RGPD. On est sur des données de santé, des données sensibles qui sont quasiment impossibles à anonymiser, donc qui vont être pseudonymisées. On a un règlement qui est assez, alors qui est très bien fait, hein, mais qui est contraignant et qui nous fait aussi, qui nous donne des limites en fait. Il y aurait forcément énormément de data qui permettrait d'économiser des coûts et d'aller un peu plus loin justement dans cette réduction d'empreinte carbone, mais à tous les niveaux, que ce soit dans la production, dans l'acheminement, dans le transport. Mais très vite, on va aussi toucher à des systèmes qui peuvent contenir les données patients. Et en tout cas, en officine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des acteurs qui commencent à intervenir sur des sujets en disant, bah voilà, on va vous accompagner, vous allez gagner du temps, vous allez peut-être du coup pouvoir être plus proche, en tout cas, de vos patients pour faire tout ce travail-là on va dire, de juste équilibre dans la prescription et la délivrance. Mais si c'est pour ensuite faire n'importe quoi et mettre en danger les données des patients et du coup être non conforme, ça aussi soulève d'autres problématiques. Et ça, c'est toujours un travail qui est compliqué, de juste équilibre. C'est à la fois gagner en performance, gagner en innovation, mais ne pas oublier qu'on est sur des données qui ne sont pas du tout les mêmes que d'autres sujets. On a quand même des pathologies où les personnes, des fois, ne veulent pas donner leur carte vitale déjà. Pourquoi ? Parce que quand elles ont une épilepsie, en tout cas, elles ne veulent pas que ce soit su. Alors bon, forcément, ça peut se savoir autrement, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir de traces. Donc même dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'en dématérialisant la carte vitale ou d'autres éléments, on risque de mettre, en fait, de faire un rejet de certains patients qui, eux, par leur pathologie, vont avoir des problèmes par la suite d'emprunt bancaire, d'assurance, etc. Et ceux-là, on ne peut pas les oublier parce que leur santé est également importante. Donc en fait, à chaque fois, on va trouver des petits cas particuliers et c'est ce qui fait qu'il va falloir tous travailler ensemble parce que ces cas-là, si on n'est pas au quotidien des patients, on n'y pense pas parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais il y en a énormément et la donnée patient en tant que pharmacien, on est responsable de traitement. Donc on doit gagner en effet avec ces outils-là d'innovation et on en a plein. Et en effet, c'est génial, hein, la téléexpertise, la téléconsultation. Mais attention, dans quel cadre c'est fait? Est-ce qu'on respecte le patient, même ne serait-ce dans sa dignité de malade? Juste un petit mot sur. Je rappelle que la technologie ne transforme pas les modèles à l'échelle systémique, que ce soit des modèles de protection sociale, des modèles de santé ou des modèles économiques sur le plan national. Ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. C'est-à-dire que dans les années 80, on avait observé que l'informatisation des entreprises n'avait pas, dans un premier temps, apporté plus de gains de productivité, parce qu'il fallait que les entreprises se transforment pour s'adapter au nouvel environnement. On voit bien que là, malgré la présence extraordinaire des technologies de l'information, notre système de santé périclite
Donc si c'était l'innovation technologique qui permettait à un système de santé d'être performant, on aurait un système de santé formidablement performant. Mais c'est parce que notre système de santé n'a pas été adapté à son environnement, cette triple transition, que notre système périclite, malgré la présence de technologies formidables. Et on doit être perplexe, étonné, j'imagine, quand on voit l'état d'un hôpital public aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, malgré la formidable ressource technologique. Donc, de toute façon, la technologie viendra en levier optimiser notre système de santé quand on aura transformé notre système de santé. C'est pour ça qu'encore une fois, on peut être optimiste à moyen, long terme. Mais on peut faire un parallèle avec, par exemple, la production automobile. On voit bien, et là, c'est vraiment à l'échelle d'un écosystème global. Le shift complet vers 100% de voitures électriques en 2035 a cassé une forme de modèle, parce qu'on voit qu'il y a une hégémonie de cette production et de cette maîtrise de la matière première jusqu'à la distribution dans un pays en particulier ou dans un continent en particulier qui perturbe tout l'écosystème. Et on n'arrive pas à adapter l'écosystème à ça. Donc il faut juste faire attention à l'organisation des écosystèmes ou des modèles en matière de santé pour s'assurer que les technologies viennent bien optimiser le modèle. On se rapproche de la fin du débat. J'aimerais, Baptiste, qu'on aille un tout petit peu plus loin et que vous nous expliquiez ce concept de juste soin rapidement. Alors, le juste soin, c'est le soin qui va essayer de répondre de manière pertinente aux besoins des personnes qui sont prises en charge par le système de santé et pas de manière inutile. Pour vous donner quelques exemples, dans l'imagerie, on peut privilégier l'échographie, le scanner ou un IRM. Et en fait, d'un point de vue émissions de CO2, un scanner, c'est 6 fois plus d'émissions qu'une échographie, une IRM 30 fois plus. Donc dans certains cas, attention, on peut substituer l'un par l'autre et envisager une radiographie qui va être plus pertinente. Pour vous donner un autre exemple, on peut des fois substituer l'utilisation de psychotropes par des thérapies non médicamenteuses. Et ça, c'est tout à fait documenté dans le cas, par exemple, de la musicothérapie. Et ce juste soi, en fait, il va aussi avoir des impacts sur la santé qui peuvent être positifs. Par exemple, on parle de iatrogénie médicamenteuse, qui sont les effets négatifs des médicaments. Pour les personnes âgées, on estime qu'il y a à peu près 20% des hospitalisations qui sont liées à des effets secondaires des médicaments. Donc ça a également des effets sur l'environnement d'un côté et des effets positifs sur la santé. C'est déjà la fin de ce débat. On passe à la pépite santé.